Merci beaucoup. Merci à Polena Rychlikova. Merci Sacha Oulova pour ce film qui va nous servir de point de départ pour une discussion autour de la valeur du travail, de ce qu'on y met, ce qu'on a envie d'y mettre, ce qu'on peut y mettre. Le Covid a sans doute exigé de chacun d'entre nous, chacune, de réfléchir à ces questions, de notre rapport individuel au travail. Le sujet du travail est aussi arrivé tranquillement sur le devant de la scène, peut-être pas comme il faudrait, peut-être pas assez vite, ça c'est vous qui allez me le dire. À quoi ressemblent les conditions de travail en Europe aujourd'hui pour les migrantes, pour les migrants, pour les hommes, pour les femmes, pour les vieux, pour les jeunes, pour les diplômés, pour les non-diplômés? Comment est-ce qu'on peut appréhender les nouvelles réalités qui occupent le terrain du travail aujourd'hui, et en particulier ce qu'on vient de voir là, ces contrats courts, ultra précaires, les mécanismes d'ubérisation aussi. Quelles pistes peut-on envisager pour déconstruire et reconstruire le monde du travail, peut-être à travers des salaires minimums, peut-être à travers de la limitation du temps de travail, et pourquoi pas à travers un droit à la paresse? Voilà, ça c'est les questions qu'on aura envie de se poser pendant la petite heure qu'on a devant nous. Et puis, on ne parlera pas pendant une heure, on va essayer de viser une quarantaine de minutes avant de vous passer le micro pour les questions à la fin de cette table ronde. Alors, présentation. Sacha, est-il encore besoin de vous présenter? On vient de passer 1h30 avec vous, on a l'impression de vous connaître par cœur. Vous êtes journaliste, vous êtes donc protagoniste de ce film. Journaliste, entre autres, pour le site Alarme, sur lequel vous avez publié d'abord cette enquête en immersion qui faisait suite à une autre enquête sur le travail en République tchèque, peut-être qu'on en parlera, et puis dire quand même que vous venez de recevoir un prix qui est le plus grand prix pour les journalistes tchèques, on peut dire ça comme ça, qui est le prix Ferdinand Peroutka. Ouais, j'essaye. Félicitations. On m'entend, non? On vous entend normalement, ouais. Ouais, là... En fait, moi, j'aime pas trop les prix, mais vous avez très bien prononcé le J'ai essayé. C'est qu'on a travaillé avant, toutes les deux. À côté de vous, Philippe Poutou, 3 fois candidat à la présidentielle française, candidat malheureux. 3 fois perdu. 3 fois perdu. Vous n'étiez pas le seul à perdre à votre décharge. Syndicaliste, et c'est aussi en tant que syndicaliste qu'on aura envie de vous entendre. Et puis actuellement élu. Doublement élu, mais c'est une histoire un petit peu compliquée que vous m'avez expliqué avant, conseiller municipal et conseiller métropolitain pour la ville de Bordeaux. Et vous me disiez, demandeur d'emploi par ailleurs. Donc là aussi, on pourra peut-être y revenir. À côté de vous, Adrien Klent, c'est pas votre vrai nom parce que vous travaillez sous pseudonyme. Voilà, on peut... Et pam. Non, mais au cas où on a besoin de... Si on cherche à se documenter sur vous, on ne trouvera rien. Vous êtes écrivain, c'est donc votre nom de plume que je donne. Si on lit le 4e de couverture de votre dernier livre, vous y êtes présenté comme un partisan d'une utopie réaliste. Vous êtes l'auteur de ces 2 livres que j'ai là, Paresse pour tous, et puis sa suite, La vie est à nous. Ce sont des livres qui sont des romans, mais qu'on pourrait aussi appréhender comme des pamphlets philosophiques. En tout cas, il propose une réflexion sur une nouvelle organisation du travail. On va revenir en détail sur ces propositions dans un deuxième temps. Et puis, à côté de vous, qui parlera en anglais, Maria Mexi. Vous êtes conseillère et experte en politique du travail et sociale, consultante à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, conseillère spéciale aussi auprès de la présidence grecque, donc avec vraiment une ligne directe avec la mise en place de certaines politiques en termes de travail. On pourra aussi y revenir. Et puis vous enseignez ici au Graduate Institute. Voilà, pour les présentations. J'aimerais quand même qu'on commence notre discussion en l'ancrant réellement dans ce film, en vous donnant d'abord la parole, Sacha, parce que c'est la première fois que vous le voyez. Alors j'aimerais quand même savoir ce que vous en avez pensé. En fait, j'ai écrit des articles et un bouquin après. Donc, il y a beaucoup de choses, plus de choses qui se sont passées. Mais je pense que le film, quand même, il montre bien ce qui s'est passé. Mais quand moi, je le regarde, je me dis toujours, il n'y a pas tout, il n'y a pas tout. C'est normal. Mais je pense que ça montre et les travaux différents très bien
et l'atmosphère dans les travaux et ce que ça faisait pour moi, en fait, comment ça a changé ma vie, la vie de ma famille et tout ça. Donc je pense que le film est bien. Mais bon, il faut toujours lire le livre. C'est bien de regarder les films, mais il faut aussi... Pas encore, peut-être. Peut-être. Il a été tourné de quand à quand? Ça, je me souviens plus. Alors, mon père, il est mort il y a 2 ans et demi. Donc, c'était quelle année? 2 ans, de 22 22, ouais. Donc, on a commencé l'automne 22 et on a fini en été, en fait, presque toute une année, 23. 21? Ah, ok. Merci. Je suis un peu perdue dans le temps, donc... L'émotion en revoyant ça? J'ai un peu pleuré quand j'ai vu l'enterrement, mais heureusement, c'est justement plusieurs années, je ne sais pas combien, mais ça a fait beaucoup mal pendant une année, et depuis ça va mieux. Et en regardant les images en particulier de la fin du film, j'étais assise à côté de vous et vous aviez envie de me raconter plein de choses sur ces relations. Ouais, parce que j'ai eu du mal à partir. En fait, j'ai toujours utilisé un autre nom parce que je pensais que si je serais sur un autre nom, en fait, sous un autre nom, ça serait plus facile de partir parce que ce ne serait pas tellement moi. Mais finalement, ça n'a pas marché. Donc, j'ai toujours... bon, j'étais à côté de vous et j'avais besoin de vous raconter comment ça s'est passé dans les familles après. Ce qui n'est pas dans le film, c'est resté très, très en fond de moi. Et pour mon père, je veux dire que mon père il était malade 10 ans et on s'est occupé beaucoup de lui, beaucoup ma mère. Et après, moi, mes frères, ils ont aidé aussi, mais j'ai aidé le plus moi. Et je pense que c'était plus simple de comprendre qu'il est mort parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps à m'occuper de lui. Et en voyant les gens qui sont seuls, parce que souvent les femmes que je visitais, elles étaient seules, ou elles n'avaient pas de famille, ou elles avaient une famille, mais la famille ne venait pas. Des fois, il y avait de la famille, c'était mieux. Mais quand il n'y avait pas de la famille, ça me faisait très mal. Et je pense que c'est quelque chose avec le travail et le soin et les relations qu'on a. On sait aujourd'hui que les gens, quand ils meurent, alors ils regrettent de ne pas avoir passé plus de temps avec la famille, avec des amis, et qu'ils ont trop travaillé. On le sait, mais on le fait quand même. Ça, c'est un truc incroyable. Donc, j'essaie, moi, de passer le plus de temps avec ma famille pour ne pas regretter, quand je vais mourir, que j'ai trop travaillé. C'est peut-être un des paradoxes du système du travail dans lequel on est aujourd'hui, qui nous éloigne de nos familles en nous obligeant de prendre soin de la famille d'autrui, une espèce de serpent qui se mord la queue. Ça rejoindra peut-être des thèses de vos livres, Adrien Klent. Alors, à côté de vous, Philippe Poutou, vous connaissez le monde ouvrier de près, 23 ans dans les usines Ford. Qu'est-ce qui distingue votre vie professionnelle dans le cadre d'usine de ce qu'on a vu là? Salut à toutes et tous. Ce qui distingue, c'est que c'est plus grave, plus dramatique, plus précaire. Tout est plus fragile. On sent les dégâts aussi d'une évolution économique et politique de la société. Et là, ça touche tout le continent européen. Et on voit la profondeur des reculs, quoi. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, le film, ce qu'il raconte, c'est en fait la différence qu'il peut y avoir entre l'Europe de l'Est, plus pauvre, on va dire, et des gens qui, pour vivre, vont être obligés de se déplacer et de vivre dans des endroits plus riches, entre guillemets, où en tout cas il y aurait du boulot. En fait, ça se passe à la fois à l'échelle continentale, mais ça se passe aussi dans chacun des pays. Et en fait, on voit tous ces niveaux différents de protection sociale, où on va des plus protégés ou des plus privilégiés, comme on pourrait dire, aux plus précaires. Et souvent, les plus précaires, et même quasiment tout le temps, c'est les parties immigrées, des populations soit immigrées, comme là c'est raconté, c'est-à-dire on va bosser ailleurs, on franchit les frontières pour trouver du boulot, soit des immigrés par d'autres générations. Suite de l'histoire du colonialisme. Et, donc voilà, donc on voit toutes ces nuances-là. Donc l'usine Ford, on a toujours cette image pas sympa de l'usine. Et c'est vrai, l'usine, c'est travail à la chaîne, c'est l'exploitation. Mais à la limite,
limite, dans des grosses usines comme il y avait en France, il y en a de moins en moins, on avait une forme de protection, un statut, des salaires plus élevés quand même. Et même si les conditions de travail n'étaient pas bonnes, hein, ou difficiles ou pénibles, n'empêche qu'on avait un contrat. Et on avait aussi des rapports collectifs qui permettaient de résister aux logiques patronales qui cherchent toujours à prendre de plus en plus sur nos droits ou sur l'argent qu'on pouvait avoir à travers les salaires. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de protection, en fait, pour une bonne partie des travailleurs, des travailleuses. Et le film, il montre ça. C'est une démonstration de la réalité aujourd'hui, mais qu'on peut retrouver, encore une fois, dans chacun des pays, quoi. Avec un mot qui est très fort dans le film, c'est celui de solitude. Hein. En tout cas, à la fin, à Marseille, vous êtes une employée, vous êtes salariée, mais vous êtes totalement seule, comme atomisée, on pourrait dire. Adrien Klent, comment on doit dire Klent, la dernière option. Dans ces 2 livres que vous avez écrits qui vont remettre en cause et proposer des solutions alternatives pour le travail, je disais, on y viendra tout à l'heure, vous remontez dans l'histoire du rapport au travail. En regardant ce film, on a l'impression d'être il y a 120 ans par rapport à ce que vous décrivez des modes de travail. Oui, ou ça serait comme une espèce de boucle. Vous parliez du serpent qui se mord la queue. Là, il y a aussi une espèce de boucle infernale de retour en arrière après un certain nombre, en effet, de conquêtes sociales qui correspondent grosso modo au XXe siècle. Et c'est vrai que c'est très frappant. Alors, avec ce que disait très bien Philippe, sur cette question de l'unique, dans le film, Sacha, elle cite 2 fois cette phrase à la fin de l'agence qui dit en fait, tu travailles seul, mais tu n'es pas seul. Et en fait, en réalité, les 2 fois, elle dit bien, mais en fait, en vrai, je suis seul. Et c'est vrai que cette façon de rendre les gens solitaires dans leur rapport au travail, enfin, ce qu'on appelle pour aller vite l'ubérisation, en fait, c'est aussi d'empêcher la question du collectif et la question même de la prise de conscience, en fait, du groupe, des problèmes et d'énoncer quels sont les problèmes. Parce que lorsqu'on est seul, on ne sait même plus, en fait, ce que c'est que le droit du travail, ce que c'est que les limites qui ne devraient pas être franchies, ainsi de suite. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va même au-delà, en effet, de ce qu'a été les pires moments de la condition ouvrière, puisqu'en fait, le groupe a toujours pu, et on le voit tout au long de l'histoire depuis la révolution industrielle, je veux dire, la grève, le groupe qui s'exprime, en fait, a quand même une force, une certaine force, en fait, face au patronat. Et là, en effet, il n'y a pas de possibilité, quasiment pas de possibilité. Enfin, il y a aussi cette scène très frappante où elles se disent, donc c'est avant, là, sur la ferme, c'est de se dire, bon, ce soir, on va refuser d'aller travailler dans le... C'était presque une grève. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est comme une espèce de... Bon, on était voilà. pas employés, mais... Voilà, c'était comme une espèce de proto-grève, on va dire, et en fait, comme si le patron avait anticipé que ça allait avoir lieu, donc il se débrouille pour qu'il y ait pas de... Et donc on change la stratégie, on amène le tracteur qui allume la lumière, et donc du coup, en fait, il n'y a plus vraiment de possibilité de révolte, parce qu'on peut dire on n'y va pas, parce qu'en fait on y est, quoi, en fait. Et ce qu'elle a fait encore, c'est que le lendemain, ils nous ont laissé dormir jusqu'à 6 heures. On a commencé à 7 heures. Même moi, j'étais tellement heureuse que j'ai plus pensé à la grève. Quoi. Je veux dire, c'est... Ouais. Mais c'est vrai que du coup, il y a cette atomisation en plus du rapport au travail qui, je pense, est d'autant plus frappant. Et c'est vrai que, alors, pour juste boucler avec mon livre, pour moi, c'était très particulier de voir ce film parce que il représente l'exact inverse de ce que moi je mets en scène dans mon livre, parce que moi, c'est quand même une utopie heureuse, en fait. Dans mon livre, c'est que les choses changent réellement, quoi. Et là, on a le réel dans ce qu'il a de quasiment dystopique, quoi. C'est-à-dire, en effet, on sent qu'on va de plus en plus dans cette direction-là. Donc, c'est très paradoxal pour moi de voir l'exact inverse de ce que moi j'ai essayé de construire dans les 2 romans. Maria Mexi, vous êtes une spécialiste des jobs précaires, des jobs fragiles sur le plan contractuel et puis aussi des jobs de plateforme, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Qu'est-ce que c'est les jobs de plateforme? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est un peu autre chose? Attendez, on va toutes sortir nos casques. Vous les avez dans le public. Yes, thank you so much. Actually, I would like to start by congratulating. I'm not sure if Sasa, if congratulations is the appropriate word. I feel that, more than congratulating you, we owe you our gratitude and our appreciation for bravely uncovering uncomfortable truths. And I truly believe that as long as people like you out there, I truly believe that there's a hope for a better future.
it is a powerful movie. It's a powerful film, a documentary that actually sadly confirms the findings of our research work. I have been working quite a lot in the area of the gig economy, of course, but also in the area of labor migration. We recently completed a project examining the working conditions of economic migrants, asylum seekers, refugees in 7 European countries. And the situation is the following. In Europe, we have something like 87 million international migrants. 10 million are what we call non-EU nationals, falling into the category of essential workers, meaning that they perform jobs that are very critical to the basic functioning of our societies. And what are the issues? The issues are what we have actually seen. Most of the cases, migrant workers have to face what we call decent work deficits, limited or no access to decent jobs and decent wages, limited or no access to social protection, social entitlement, healthcare, huge emotional strain because of family separation and other issues, fear of retaliation by employers, fear of deportation, and especially this fear of retaliation and deportation keeps some migrant workers, especially undocumented workers, migrant workers, from reporting labor abuses. So the situation is not good, apparently. And the issue is that in most cases, migrant workers find themselves at the intersection of 3 circles. The circle of precarity, the circle of exploitation, and the circle of indignity, work that actually dehumanizes. And there is what we call a migrant penalty in the labor market, a migrant penalty, which is even more acute for non-EU nationals, because these people face a complex set of challenges. They face precarity in conjunction with exploitation, in conjunction with racism. Okay, so we are researchers. Our work is to identify issues and to work on policies. But policies is the outcome of politics. And of course, we all know that migration narratives are deeply politicized in Europe as elsewhere. What we are seeing is in Europe a rather anti-migration rhetoric narrative. Of course, we have the far right, but also what we are seeing now is even center-left parties endorsing some elements of fully anti-migration rhetoric, which is surprising to say the least. And what we are seeing actually is governments prioritizing border control, containment of migratory flows, restrictive measures over migrants' integration. What we are seeing is governments wanting to implement policies relocating asylum seekers to countries outside Europe. And I'm referring, for instance, an example is the UK Rwanda plan. And at the same time, it's absolutely, I mean, I don't know how I can describe it. Is it a paradox? Is it a hypocrisy? I don't know, because the same governments prioritizing restrictive policies, the same governments at the same time are signing bilateral agreements with non-European countries like Bangladesh, like Philippines, like India, like Pakistan, with the goal to bring migrants to Europe. So you look the hypocrisy. I mean, on the one hand, we are saying you are not welcome, but on the other hand, what we are saying is the following. Oh, our labor markets have a problem. We have labor shortages. We need more hands in seasonal industries, in agriculture, in tourism, in hospitality sector, in the care sector. So
on the one hand, we don't actually want you, but we do want you to help us fix our problems. And I think this is the crudest manifestation of treating migrant workers as a commodity, as a disposable resource. And I will finish with that. So what we are seeing now is that European governments are very much willing to exploit cheap migrant labor, but not willing enough to create conditions for human dignity for all workers. And human dignity it's a fundamental right. It's not a privilege reserved for native citizens. And the question is this the Europe we want? Is this the Europe we want? Dans ces... Les gens qui soutiennent traditionnellement les travailleurs pour revendiquer auprès des États des meilleures conditions de travail, ce sont traditionnellement les syndicats. Est-ce que pendant tout votre périple, Sacha, vous avez croisé un seul syndicat? En fait, avant de faire ce projet-là, 5 ans avant, on a fait avec Apollena, comme on a parlé, un projet en République tchèque. Donc là, j'ai travaillé comme une tchèque dans des usines. Et j'ai trié des déchets, j'ai fait 5 métiers. Et là, j'ai entendu parler des syndicats, mais c'était de très loin. Et là, bien sûr, non, parce que comme on n'était pas employés, alors il n'y avait pas la possibilité de se syndicaliser. Et on en a discuté, j'étais déjà à des débats où on posait la question, comment en fait, renforcer les syndicats ou créer des syndicats dans ce genre de boulot. Mais bon, si vous n'êtes pas employé, vous ne pouvez pas vous syndicaliser. Je veux dire, et bon, on dit, oui, ces gens-là, ils sont là, et en fait, ils ne sont pas employés parce que l'État, il ne le sait pas. Mais l'État, il le sait très bien. Il y avait l'inspection de travail qui est venue chez nous. Et ils ont fait très attention à ne pas nous poser une seule question, à ne pas nous regarder. Et je sais que les Allemands doivent savoir, et non pas les Allemands, mais beaucoup de gens en Europe de l'Ouest, ils doivent savoir que si les gens qui travaillent dans l'agriculture, dans l'alimentation, avec des personnes âgées, dans des services, dans les hôtels, s'ils sont bien payés, alors que tout ça, ça serait beaucoup plus cher. Donc je pense que ça convient un peu à tout le monde. Est-ce que ça convient à tout le monde? Est-ce que ça convient par exemple aux syndicats, Philippe Poutou? Oui, les syndicats ils devraient s'intéresser à ça, je pense. Ouais. Oui. Je le dis depuis longtemps, c'est pas parce que vous êtes à côté de moi. Ah bah, j'imagine, ouais. Non, mais entièrement d'accord. Mais le problème, c'est que malheureusement, on assiste à quelque chose de très logique, d'une certaine manière. L'approfondissement de la crise, aujourd'hui, la difficulté de faire du profit pour les grosses sociétés, les multinationales notamment. Et comme elles veulent pas baisser leurs profits, eh ben, elles vont s'en prendre aux intérêts ou aux droits des travailleurs. Donc il y a une sorte d'égoïsme de classe qui va se traduire par des reculs sociaux énormes. Et dans ce contexte-là, il y a une sorte de pression, à la fois, elle n'est pas que économique, en fait, le problème en réalité, il est politique. Et l'économique, c'est la conséquence d'un rapport de force politique qui est de plus en plus en défaveur des populations et des travailleurs, et de plus en plus en faveur des dominants, des possédants. Et donc derrière, eh bien, tout suit. C'est-à-dire qu'en fait, les politiques, effectivement, même la gauche, elle s'adapte à ce système-là, pensant que pour des raisons réalistes, il faudrait, ben oui, la concurrence, c'est normal, c'est bien, il faut, puis c'est la crise, donc il faut limiter les emplois, il faut tasser les salaires vers le bas et puis en attendant de passer les caps de la crise, sauf que la crise s'aggrave et donc tout recule. Les partis politiques s'adaptent et reculent et les syndicats, ils reculent aussi, mais du point de vue de l'affaiblissement de leur propre force aussi. Et tout va de pair en fait. Plus il y a une fragilisation de ce qu'on pourrait appeler la classe ouvrière, ce qu'on peut appeler la classe ouvrière, plus il y a une division, plus il y a un isolement des uns et des autres, et les syndicats aussi suivent cette évolution-là et ils se fragilisent, ils ont moins la force. Et comme ils ont moins la force, moins la confiance, ils osent moins revendiquer. Et donc, en fait, on va penser, nous syndicalistes, et je ne suis pas solidaire de cette pente-là, mais on l'a subi, on va penser que finalement, il faut limiter la casse. Et comme on est sur des luttes, quand il y en a, mais on est sur la défensive, on subit. Et il y a de la résignation, et donc c'est tout ça qui se passe. Et donc, en fait, le problème aujourd'hui, le bouquin d'Adrien, bon, c'est pas ton vrai prénom, mais on va dire Adrien, c'est justement, mais c'est important de faire
ça aussi, c'est d'arriver à imaginer l'inverse. Parce qu'en fait, on est en manque d'aspiration, on est en manque d'inspiration, et on n'ose plus rien revendiquer. On croit que finalement, il n'y a pas le choix, qu'il faut faire comme ça, et on nous apprend ça. Il n'y a pas d'autre issue, enfin, c'était Thatcher, Reagan, et puis depuis, on voit tous les reculs. Et comment on inverse tout ça? Comment on arrive à retrouver de la force, de la confiance? Comment on arrive à se remobiliser? Comment on arrive à reconstruire des liens? Comment on Être solidaire, je pense. ouais, mais c'est... Parce que, par exemple, les syndicats allemands, ils sont devenus solidaires avec les gens qui travaillent dans la même boîte à Skoda. Ouais. Et grâce à eux, les ouvriers dans cette usine en République tchèque, ils ont des salaires énormes. Ils ont plus que moi, parce que bon, ils sont aidés par leurs collègues en Allemagne. Et après, en Allemagne, il y a aussi des initiatives qui aident justement les gens qui travaillent dans des travaux précaires comme moi. Et je pense que c'est la voie. C'est de faire ce travail. C'est très difficile, je comprends, c'est plus difficile qu'au 19e siècle. Oui, mais en même temps, les syndicats allemands, moi je travaille à Ford, une usine Ford, et le siège social de Ford Europe est en Allemagne, usine à Cologne notamment. Les syndicats de Ford en Allemagne, quand les usines en Angleterre de Ford fermaient, ou les usines en Belgique comme à Genk, ou en France comme là, ou même dans d'autres pays ou en Europe de l'Est, mais les syndicats allemands, en fait, ils avaient appris à préserver les usines allemandes et laisser fermer sans donc voilà, donc en fait on est tous d'une manière ou d'une autre pris dans quelque chose de défensif qu'on paye très cher en fait. Et c'est pour ça la question c'est quand même, même s'il se passe des choses positives, comment on retrouve la niaque, l'espoir, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Parce qu'on a un problème avec la gauche qui a perdu l'espoir. Ah bah oui, ouais. Alors attendez, on va commencer. Il faut reconstruire la gauche. Enfin, je sais pas comment aller en Suisse. Parce qu'elle va pas bien. Ça va pas aller bien non plus, ouais. On va se donner une petite touche d'espoir puisqu'on a la chance d'avoir un auteur de roman qui a pris le temps d'imaginer des solutions. Paresse pour tous, déjà le titre ça fait rêver évidemment. Je fais moi le pitch, ça vous va? Ces deux livres, ils racontent l'histoire d'Émilien Long. On ne sait pas si on dit long ou Lang. On dit, alors d'accord, on dit Clent et Long, d'accord. Émilien Long, c'est un prix Nobel d'économie dans le livre, qui s'ennuie pendant le Covid dans sa cabane pas très loin de Marseille, et puis qui se dit qu'il pourrait en fait vulgariser ses travaux avec une proposition de faire une France où on ne travaille que 15 heures par semaine. Voilà, le rêve. En réalité, 3 heures par jour, hein, c'est comme ça que c'est organisé. Et puis, il y a toute une suite d'histoires parce que c'est quand même assez long. Mais il se retrouve, poussé par des proches, par sa famille, par ses amis, à devenir candidat à la présidentielle. Est-ce qu'on dit si ça marche ou est-ce qu'on ne dit pas? On peut le dire parce qu'il y a un tome 2, donc on est bien obligé de dire ce qui se passe. Alors dites-le. Il a gagné dans le tome 2. Il a gagné à la fin du tome 1, en réalité. Et donc, Émilien Long se retrouve président de la République avec ce projet, un projet qui, évidemment, va devoir impliquer des modifications profondes de la société. Alors, d'où ça sort cette idée? C'est pas tout frais, c'est pas la vôtre, en fait. Alors, il y a une double histoire dans l'histoire, puisqu'en effet, le projet d'Émilien Long s'appuie sur ce livre très connu qui s'appelle Le droit à la paresse, le livre de Paul Lafargue. Paul Lafargue, c'était donc le gendre de Karl Marx. Il avait épousé la fille de Karl Marx. Et donc, il écrit entre 1880 et 1883 ce livre qui est devenu un peu mythique, donc Le droit à la paresse, où en réalité, il s'oppose à un thème qu'on a un petit peu oublié, mais qui a été important au XIXe siècle, qui était que les travailleurs, justement, les classes populaires réclamaient le droit au travail. Et notamment, la révolution en France de 1848 se fonde sur ce slogan du droit au travail. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une demande qu'on introduise dans la Constitution le fait que tout le monde aura le droit à un travail. Parce que, vu du point de vue du mouvement ouvrier, ça veut dire sécuriser justement les gens qui ne soient pas dans la misère, puisqu'ils auraient un travail, donc un salaire. Et Lafargue, en 1883, s'oppose, en fait, a envie de dire qu'en fait, c'est l'exact inverse, et il s'en prend nommément dans son livre aux gens qui réclament le droit au travail, en disant, mais en fait, c'est l'exact inverse, il faut réclamer le droit à la paresse, puisqu'en fait, le travail avilit, le travail épuise, le travail détourne justement de ses proches, etc. Bon, il fait un constat qui est extrêmement clairvoyant et qui nous semble très juste, donc presque 150 ans plus tard, et donc il réclame, lui, il explicite qu'il va falloir
pouvoir travailler, il faudrait ne travailler que 3 heures par jour. Oui, il faut garder un petit peu de temps de travail, mais pas plus que 3 heures par jour. Et cette idée, elle a cheminé tout au long du XXe siècle, elle a été reprise par beaucoup d'auteurs, notamment des économistes, dont le fameux Keynes, qui a travaillé beaucoup sur la monnaie, qui est très connu, le keynésianisme. En fait, il a écrit lui-même un texte en 1930 où en fait il démonte aussi ce culte du travail, et il explique aussi lui de façon très rigoureuse en disant en fait actuellement on n'a pas encore le moyen de diminuer le temps de travail, mais d'ici un siècle à peu près, donc il écrit ça en 1930, donc on est à peu près aujourd'hui, le PIB, enfin la richesse globale du pays aura été multipliée par 4, donc on pourra diviser le temps de travail par 4. Or le temps de travail à l'époque c'est 12 heures par jour, donc 12 divisé par 4 font 3, et donc il dit voilà, on ne travaillera plus que 3 heures par jour. Donc voilà, c'est une idée qui a parcouru tout le XXe siècle, et c'est vrai que donc par ailleurs il se trouve que donc cette idée d'en faire un livre, je l'ai pas eu seul, je l'ai eu avec Alessandra Caretti qui m'accompagne ce soir. On s'est dit on va faire un livre autour de ça. On pensait en faire une bande dessinée avec un personnage donc qui réhabiliterait le droit à la paresse. Et puis en commençant à travailler un peu sur le sujet, on s'est rendu compte que du coup il y avait trop de matière, trop de choses à raconter. Donc elle m'a dit non, continue tout seul, faisant un roman. Et donc j'ai repris cette idée pour en faire un roman, pour en faire deux en réalité, puisque il y a une suite. Voilà. Et donc l'idée c'est que cet économiste remet au goût du jour, mais c'est quelque chose qui pourrait nous arriver demain. Il dit voilà, en fait techniquement on a les moyens, on a assez de richesses, en tout cas dans un pays comme la France, donc j'ose pas imaginer dans un pays comme la Suisse, on a assez de richesses, on produit assez de richesses pour les partager mieux, et donc pour diminuer en effet radicalement le temps de travail à 15 heures par semaine ou 3 heures par jour, et évidemment en plafonnant ou en surtaxant les hauts salaires de manière à ce qu'on redistribue suffisamment, puisque évidemment cette baisse du temps de travail se fait sans diminution du salaire. Et donc l'histoire du livre, c'est l'histoire d'une campagne électorale de quelqu'un qui n'est pas un politique de profession et qui se retrouve embarqué dans une campagne et qui décide de construire la campagne comme lui il a envie de la faire, avec justement non seulement ce projet de la réduction de temps de travail, mais tout ce qui va avec, de prendre en compte justement les besoins réels des gens, de la planète, de l'entraide, de la solidarité, etc. Et donc on va suivre en fait ce parcours pendant 2 ans. Mais aussi toute une réflexion sur le mot travail qui, dans notre conception, concerne le travail rémunéré. Et puis là, forcément, ce projet de société exige de dire, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire travailler? Est-ce que s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa mère, s'occuper des vieux qui sont peut-être pas notre mère? Est-ce que c'est du travail? Est-ce que ça mérite salaire? Je voyais qu'à côté de vous, Maria Mexi, vous faisiez un geste d'approbation avec votre tête. Vous êtes, je le disais, conseillère experte en politique du travail à l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de proposition? On voit bien que ça donne le sourire. Vous, ça vous fait sourire? Ça vous paraît possible? The right to be lazy, right? This is what you are referring to. Okay. What we are seeing in the labor market now is a tendency towards reducing working time, and there's proposal for a 4-day work week that has been experimented. There we have many companies and countries experimenting with that scheme, a 4-day work week. There have been pilots in the UK, in the US, Canada, Botswana, Japan. A new pilot will be launched in the Dominican Republic. So the idea with this scheme, although there are variations, but the idea is that it involves the following. Workers are being paid 100% of their salary, so there's no pay cut, for 80% of their working time, in exchange for 100% of company productivity output. So it's the scheme 100/80/100. So workers work fewer total hours, but the thing is that companies need to maintain their current productivity levels. How does this sound? En fait, justement, ça c'est dans un schéma où on ne touche pas à l'ensemble de l'équilibre économique global. C'est-à-dire, en effet, on maintient, on va dire, le curseur précisément juste sur l'entreprise en disant, s'ils travaillent moins en ayant les mêmes salaires, il faut qu'ils augmentent leur productivité. Dans le schéma de mon roman, en tout cas, c'est pas exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on va trouver d'autres ressources, évidemment. Donc, on va pas demander aux gens d'augmenter leur productivité. Ça serait quasiment par 2,5 ou 3. Donc, ça serait délirant. Non, ils vont avoir la
la même productivité. En revanche, en effet, on va d'une part récupérer des ressources là où on peut en récupérer, et il y a pas mal d'endroits, je pense qu'on est d'accord. Et par ailleurs, il y a aussi cette idée qu'il faut basculer dans un champ, et ça je crois qu'il faut en parler aussi, justement, on parlait de l'espoir de la gauche, on est obligé aussi de parler de la question de la décroissance. On est obligé de remettre en question les sociétés dans lesquelles on est, qui sont des sociétés de la surcroissance, de l'hypercroissance, de la déliramment trop grosse croissance, et qu'en effet, il va falloir freiner quelque chose. Donc ça veut dire que c'est pas augmenter la productivité, c'est diminuer une forme de production creuse et vaine dans laquelle on a été embarqué depuis maintenant des décennies, et sur lesquelles on voit bien les limites. On voit évidemment la crise climatique, mais on voit aussi en termes de biodiversité, l'effondrement de la biodiversité. Tout ça, c'est quand même dû justement à ce productivisme. Donc c'est aussi ça qu'il faut mettre en question. À côté de vous, ce que vous dites, Philippe Poutou, vous aviez envie de réagir d'abord, et puis Sacha. Sacha la première, elle a le micro. J'étais la première. Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais, ouais. Alors, pardon. Je veux juste dire avec la productivité. Alors c'est un truc, on nous le dit toujours, parce que nous on a des salaires très bas. Alors, vous dites nous, c'est qui? Les Tchèques, les Slovaques, les Polonais, les Hongrois. Et on a, par exemple, la bouffe, elle est plus chère en République tchèque qu'en Allemagne. Donc on gagne 3 fois moins, mais on paye plus pour la nourriture, on paye pratiquement la même chose pour le logement. Pour l'électronique, on paye plus. Je veux dire, c'est incroyable. Et quand je dis à l'Ouest qu'on a des salaires bas, ils disent oui, mais c'est pas cher chez vous. C'est vrai qu'il y a un truc qui est pas cher, c'est les restaurants, parce que les gens ils sont très très mal payés dans les restaurants, donc c'est moins cher. Mais alors les touristes qui viennent, ils ont l'impression que rien n'est cher, mais sinon tout est cher. Et la productivité, c'est que ça se fabrique en République tchèque et la productivité elle est très basse. Le produit on l'amène en Allemagne et le mec allemand il met un truc là et ça augmente de prix énormément parce que ça devient un produit allemand qui est bien sûr de bonne qualité et il a une super grande productivité ce mec là. Alors les gars qui ont travaillé comme ouvriers, qui ont produit vraiment le truc, alors eux leur productivité elle est mauvaise. Donc c'est vraiment un mot avec lequel on peut beaucoup travailler. Bon, et j'arrête parce que sinon j'ai beaucoup de choses encore à dire. Allez-y. Philippe Poutou. Oui, non, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais d'abord, je regrette de ne pas avoir lu le bouquin avant, parce que j'aurais peut-être pas perdu l'élection. Ça c'est un truc. Ça, c'est un truc. Il y en aura d'autres, hein, là, il y a un raté, mais bon, c'est comme ça. Pourtant, je vous l'avais envoyé. Oui, attends, en 21, il restait un an, quoi, pour se préparer. Mais en fait, j'ai pas du tout comprendre. En tout cas, il y a un truc qui m'a échappé. Mais sinon, sur la question utopie, pas utopie. Alors, c'est utopique. Enfin, la réduction du temps de travail, ça reste utopique dans le sens où c'est pas encore une réalité. Mais en réalité, enfin, ce n'est pas utopique dans le sens où c'est évidemment possible. Mais ça pose le problème. C'est pas juste. Ce serait bien qu'on réduise un peu le temps de travail, c'est que derrière c'est la réorganisation de la société et c'est la confrontation avec l'organisation de la société, donc avec le pouvoir. Donc ça veut dire discuter du pouvoir, discuter de qui contrôle, qui dirige l'économie. Donc, ben oui, ça veut dire la remise en cause du système. Mais là, c'est d'autant moins utopique quand on voit l'histoire du mouvement ouvrier, où il y a plus d'un siècle, un peu après Paul Lafargue, il y a eu une lutte pour la journée de 8 heures. Ça a démarré à peu près en 1880. C'est d'ailleurs la naissance du 1er mai. C'était la lutte pour les 8 heures. À cette époque-là, c'était imposé d'après les patrons. Les 8 heures, c'était une utopie, c'était pas possible, l'économie allait s'écrouler. Et puis toute l'histoire du mouvement ouvrier, c'est dès qu'ils revendiquaient une amélioration des conditions de travail ou une diminution du temps de travail, c'était toujours présenté comme un truc catastrophique et ça allait plonger. Quand les enfants vont plus travailler, ils vont avoir faim. Ouais, les enfants qui bossaient 12 heures, les adultes qui bossaient 14 heures, c'était jamais possible de faire moins. Et on s'aperçoit que ça a toujours été un combat politique, une lutte de classe. Et même juin 36 en France, il y a eu une grève générale. Et à l'époque, c'était la revendication des congés payés. Et les congés payés pour les syndicats patronaux, c'était pas possible, tout allait s'écrouler. En fait, tout est comme ça. Donc en fait, il n'y a aucune raison de penser que ça, c'est du rêve ou que ça n'arrivera jamais. Mais c'est pour ça, c'est aussi la question de la remise en cause de la domination. Et en fait, là, quand on discute du travail, quel pourrait être le travail de demain ? En fait, l'émancipation au travail, c'est forcément la remise en cause des rapports de subordination, donc la remise en cause des rapports de domination. Et derrière, enfin nous, on le pose comme ça, c'est la question de l'expropriation
l'appropriation, de la socialisation de l'économie, puisque ça voudrait dire une population, je ne sais pas si c'est dans le deuxième tome que j'ai pas lu, mais si un jour je suis encore candidat à la présidentielle, je m'alimenterai de ce programme-là, mais c'est la question de l'autogestion, enfin de comment par en bas la population, les travailleurs peuvent organiser eux-mêmes et prendre le contrôle de l'économie en fait. Enfin, ça peut pas. Alors c'est très utopique de dire ça parce qu'aujourd'hui on n'est pas en position de force pour imposer ça. Mais voilà, et c'est ce qui manque aujourd'hui à la gauche ou aux syndicats, c'est ce côté offensif, radical, ce programme de dire ben oui, ben c'est ça qu'il nous faut et on va se battre pour ça. Maria Mexi, vous êtes assez proche du pouvoir en Grèce. C'est une situation qui est délicate, la Grèce, au niveau économique, avec aussi un regard de l'Europe sur les décisions qu'ils ont prises. Ce n'est pas tout à fait la liberté totale. Mais est-ce qu'on pourrait envisager la mise en place de choses comme ça, ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, la priorité numéro 1, c'est de s'assurer que les travailleuses, les travailleurs aient les moins mauvaises conditions possibles pour pouvoir avoir des vies décentes? Yes, just, before going to Greece, I just want to comment something in relation to the 4-day work week. I fully agree. It's something that is new in the new development, the world of work, but it could be described as evolution, but not as revolution, because I fully agree with all of you that it's the system that we need to change, not aspects of work. And these schemes like 4-day work week and similar, actually, okay, they might, improve work-life balance, but this kind of schemes, actually, they're not challenging the injustices around which the concept of work is now embedded in the system. Now, the problem, I don't know if it's a problem, but the issue is that this type of schemes like 4-day work week have been trade unions are supporting this. They have quite endorsed this scheme. Are we missing something there, Philippe? Pas tous, hein, mais en fait le problème surtout c'est que les syndicats n'osent pas revendiquer des choses alors qu'aujourd'hui on est confronté à des plans de licenciement, à des précarisations, à l'ubérisation. Je pense que c'est surtout ça le problème, c'est qu'on n'ose pas revendiquer, on n'ose pas. En fait on est piégé dans la propagande ultralibérale qui veut nous faire croire que ça peut pas être autrement. Et c'est pour ça que quand on voit Paul Lafargue en 1883 oser dire qu'on pourrait travailler que 3 heures par jour, alors qu'il n'y avait peut-être pas forcément les conditions matérielles ou objectives pour le faire, mais c'est oser. Vous parliez de 28 heures, je crois, en 2021 dans votre programme électoral. Nous, plus bas c'est, mieux ce sera en fait. Mais c'est vrai, moi par exemple, ça fait 5 ans que je travaille pas, enfin entre guillemets, parce qu'après c'est la question du travail, qu'est-ce que ça veut dire. Je suis élu, donc d'une certaine manière c'est un boulot, mais c'est pas reconnu comme un boulot. Mais c'est vrai que plus on s'éloigne du travail, mieux on se porte en fait. Parce que le travail aujourd'hui, c'est de l'exploitation en fait. Et ce sont des rapports d'exploitation, des rapports de souffrance. Donc moins on travaille dans ces conditions-là, mieux c'est. Et donc nous, on discute effectivement de 30 heures, 28 heures, mais vraiment moins c'est. Et ce qui nous fait peur, par exemple, c'est dans l'autre sens, c'est quand le gouvernement nous dit, mais nous, on travaille beaucoup. Et nous, on espère qu'il travaille beaucoup moins, en fait, le gouvernement, pour moins faire de dégâts possibles. Donc en fait, grosso modo... Le président, dans votre livre, il travaille beaucoup aussi. Oui, mais... il n'arrive pas à faire les 15 heures officielles. Voilà, il n'y arrive pas, mais en revanche, entre guillemets, il se sacrifie pour la bonne cause, justement, parce que lui, il fait en sorte qu'on diminue réellement le temps de travail. Je reviens sur ce que disait Philippe. Je pense qu'il y a vraiment, justement, quelles que soient les nuances qu'on puisse avoir quand on veut, on va dire, remettre en question le modèle productiviste ou libéral, ce qui est très, très frappant dans nos sociétés actuelles, c'est le côté, en effet, on est comme cryogénisé plutôt, comme s'il n'était plus envisageable, je veux dire, même intellectuellement, même seul, je veux dire, je parle même pas à 2, je parle même pas à 10, à 100, à 1000, mais même seul, on n'ose plus se poser la question de se dire, mais en fait, pourquoi ce système complètement délirant dont on voit tous collectivement qui nous emmènent dans le mur, que toutes les sociétés ultralibérales vont de plus en plus mal, que la planète se barre complètement en cacahuète, pour le dire gentiment, que tout va extrêmement mal. Pourquoi est-ce qu'on continue à subir en fait ce dogme-là, la marchandisation, le libéralisme, la main invisible, tous ces vieux dogmes dont on a vu qu'ils ne fonctionnaient absolument pas, qui faisaient du mal. Pourquoi est-ce qu'on continue en nous-mêmes même à ne pas les détruire et en effet, ça, je pense que c'est quelque chose de très troublant. Et c'est vrai que
tous les uns les autres. Je pense à, justement, en étant très différents, là c'est intéressant parce qu'on est 4 personnes très très différentes, travaillant dans des champs très différents, mais tous, notre rôle, c'est aussi de réouvrir la possibilité que les gens s'interrogent. Je veux dire, quand Philippe parle de 36, je veux dire, c'est vrai que 36, c'est un mouvement incroyable de croyance, d'espoir, de joie. Justement, on voit ces fameuses images des ouvriers. Alors ça, j'en parle dans le 2, justement, dans La vie est à nous, parce qu'il y a un parallèle entre 36 et l'élection de mon président. C'est que tout d'un coup, quelque chose profondément a changé dans le pays. Aujourd'hui, c'est même pas qu'on n'imagine pas que c'est possible. C'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, on ne peut que espérer lutter contre un effondrement de quelque chose, que ça soit en effet l'effondrement des droits, des acquis sociaux ou l'effondrement de la planète. Non, il faut absolument, si on n'arrive pas à remettre quelque chose de positif dans nos cerveaux, dans nos croyances, dans nos idées, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'en défense, on ne peut jamais avancer en défense. On peut que essayer de perdre un tout petit peu moins de place par rapport à la place qu'on est en train de perdre. Et ça, je pense que c'est très important qu'on ait tous collectivement et individuellement l'idée d'un mouvement qui doit aller vers le positif et pas vers la crainte. Maria Mexi, je vous avais posé la question en ce qui concerne la Grèce, et puis je vois le temps, là on a un gros minuteur qui avance, et puis j'avais quand même envie qu'on prenne aussi des questions du public, mais par rapport à cette question, vous qui êtes près du pouvoir dans un pays. Yes, well, overall, I believe that the problem nowadays, not only in Greece, but generally speaking, is that we don't dare to be enough utopian. And you know, in politics, there's a phrase, and actually in Greece, they are using this phrase quite a lot. It is actually Bismarck's phrase, that politics is the art of the possible. So, because you mentioned I'm advising the president of Greece, what I'm advising our president is actually to focus on the impossible. And I'm saying this because Greece is a country that has suffered a lot all these years, going through a very an economic crisis, harsh economic crisis, harsh austerity measures. We are a country that we are now recovering, but because of austerity and other issues, we have child poverty around 27%. We have one of the highest rates of youth unemployment, a risk of poverty and social exclusion. So what I'm advising our president is to focus on the realities of those people, of those groups of people, groups of workers, for whom decent work and decent living looks unattainable, but we need to work hard to make change happen. And actually, I do believe in the power of utopian ideas, and we have quite a lot of examples. If you look back in history, I mean, we have the universal suffrage, we have the abolition of slavery, a big historical change, big historic victories. So I do believe in the power of utopian ideas, but at the end of the day, I do think that the power lies in the people. So if you, like me, believe the power of utopian ideas, they go talk to your governments, go talk to your parliamentarians, and make things happen. Merci beaucoup. Merci à tous les 4. Il y a 2 micros qui vont passer dans les rangs. Il vous faut lever la main si vous voulez poser une question, et puis je vous demanderai de vous lever pour que tout le monde puisse vous voir et de dire votre nom si vous êtes d'accord et la personne à qui votre question est adressée. Voilà. Merci. D'abord, je voulais mentionner le fait qu'aujourd'hui, diminuer les heures de travail, c'est que les gens perdent le travail. Parce qu'avec toute l'électronique, tout ce qui est un progrès est utilisé pour diminuer les gens qui travaillent, que ce soit dans le supermarché, à la banque, etc. On va utiliser le multimat, on va payer de façon automatique et les gens ont de moins en moins de travail. Et donc, c'est quelque chose qui est... On a moins d'heures de travail, mais parce qu'on n'est pas employé. C'est grave. Le Front populaire a fait des choses absolument incroyables. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a eu une petite période de Front populaire et ils ont été éliminés et personne ne se rappelait de ce qu'ils ont fait. Et les gens ont voté contre. Et comment se fait-il? Comment est-ce qu'on crée une conscience pour que les gens agissent?
Un grand merci pour le cœur que vous avez, le travail que vous avez fait, comment vous aimiez les gens. C'est tellement beau à voir. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous aviez une question que vous vouliez adresser? Ouais. J'aimerais justement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait justement pour sortir de cette histoire de les gens qui sont désunis parce que chacun est en train de voir son petit quotidien, au lieu de se rendre compte qu'il faut... C'est absolument absurde que les chefs de compagnie gagnent des milliards et que l'employé en bas ne l'a pas. Merci beaucoup. C'est une question un peu large. Je vais juste préciser, juste d'un point de vue historique, le Front populaire n'a pas perdu, hein, puisqu'en fait, c'est les élections de 1936, Blum arrive au pouvoir, ensuite on reste avec la même chambre. Il se trouve qu'il y a un changement d'alliance, le Parti radical arrête de soutenir Blum, donc en fait, il reste au pouvoir. Et les élections d'après, en France, n'ont pas lieu, puisqu'en fait, il y a la guerre. Et en fait, c'est l'autodissolution de la Troisième République par les manœuvres de Laval quand Pétain a demandé l'armistice. Donc, c'est pas exactement une défaite électorale, pour être très précis. En revanche, et je pense que ça, il faut toujours le rappeler, beaucoup d'acquis qu'on a eu en 1945, après la guerre en France, ils viennent du mouvement qui a été initié par Blum, par le Front populaire en 1936. C'est-à-dire qu'il y a quand même toute cette réflexion qui a été portée justement pour les acquis, pour les ouvriers. Ils sont quand même, on les obtient en 1945 au sortir de la guerre dans une dynamique où aussi le Parti communiste de 1945 est très puissant et donc du coup impose au gouvernement provisoire toute une série de mesures qui quand même ont changé énormément le droit des travailleurs en France. Voilà, c'était juste pour la parenthèse. Merci. Il y avait une main très très loin derrière qui se levait. Voilà. Peut-être vous pouvez vous lever qu'on vous voit. Bonsoir et merci à Sacha. Est-ce que vous pouvez vous lever juste pour qu'on puisse vous voir? Merci. Ouais, ça va. Ah, si vous préférez. Non, je préfère rester. Non, alors restez assis. Vous êtes tout au fond. D'accord. Je voulais déjà dire merci pour ce film. Et, et j'étais tout le long très curieux en fait de savoir comment ça a été possible de diffuser les images, notamment des premières personnes qui travaillaient avec vous en Allemagne. Je me posais cette question. Merci. En fait, c'est une question comment on peut diffuser des images des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient tournés. Ça, en fait, c'est un problème que c'est Apolena qui le résout. C'est elle qui fait le film. Moi, je l'ai vu la première fois ici. C'est vrai que les gens qui ont été vus, c'était des gens qui m'ont été très proches et qui seraient d'accord qu'ils soient diffusés. Mais en fait, moi, j'écris un bouquin et les gens, ils sont tellement anonymisés qu'ils n'ont pas, non pas seulement les mêmes noms, mais je les anonymise d'une manière qu'on ne peut pas les voir. Et donc, ça, c'est pour moi... en fait, je ne sais pas trop avec le film. Parce que les gens, ils ont l'impression que c'est moi qui fais le film, comme on me voit, mais c'est pas moi. Merci. Ici, il y a quelqu'un autre, 4e rang. Bonsoir. Wow. Merci pour tous les apports, pour le film. Je vais essayer de construire un peu ma question en freestyle et de ne pas gaspiller le temps de tout le monde. Mais je réfléchissais à ce petit livre, du coup, le droit à la paresse. Et dedans, il mentionne, j'ai pas la citation exacte, mais en gros, l'idée que quand les machines viendront sur Terre, on sera libéré du travail parce que justement, on n'aura plus besoin de travailler. Et ça résonne beaucoup, du coup, avec l'actualité, avec l'intelligence artificielle, etc. Et j'ai vraiment la sensation qu'il y a un peu cette notion du travail, et en fait c'est une quête de sens. J'ai la sensation que les générations passées, il y avait beaucoup ce lien au travail qui était s'inscrire en tant que citoyen, être utile à la société, etc. Et du coup aujourd'hui, si ensemble on devait faire cet exercice un peu utopique d'envisager un meilleur horizon, comment est-ce qu'on reconditionnerait un peu cette notion de sens sans le travail? J'espère que c'était clair, j'ai un petit peu freestyle, je ne sais pas trop. Juste 3 phrases. Il y a 5 ans, j'ai travaillé dans des usines en République tchèque, et après, donc, il y avait un film, un bouquin, machin. Les gens ils disaient, oui, c'est horrible que les gens ils travaillent pour cet argent-là, mais s'ils vont avoir un salaire plus élevé, ils vont perdre le travail parce que les machines vont les remplacer. Et moi, je disais, à l'époque, il y a 5 ans, je voyais loin, je disais, c'est plutôt les avocats
avocats et les journalistes qui vont perdre leur travail. Et je pense que j'ai eu raison. Bon, on va voir. Mais en fait, j'ai pas peur pour les gens qui font un travail pénible, parce que c'est quand même plus cher. Même si vous avez une machine, par exemple, dans l'usine, alors si elle travaille pas avec des matériaux très durs, elle travaille par exemple avec des tissus, alors c'est tout le temps, ça se casse tout le temps. Et il faut toujours des gens qui soient là, qui réparent. Et finalement, il faut toujours des gens qui soient présents. Donc moi, j'ai pas tellement peur. Je pense que ça serait super si ça serait des machines qui travailleraient et nous tous, on serait riches et puis on buvrait des, je sais pas, des boissons alcoolisées à la plage et tout. J'imagine bien, mais je pense qu'on n'y va pas. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Bon, c'est pas demain que ChatGPT va partir comme vous, se glisser parmi les ramasseuses de choux dans les champs en Allemagne non La plus. question est intéressante parce que c'est vrai que le sens du travail, c'est vrai qu'on a eu pendant les 30 Glorieuses cette espèce de fantasme de devenir cadre, de monter, de justement la consommation comme but ultime de la vie. Et ça, je pense qu'on ressent, enfin moi je le ressens beaucoup dans les jeunes générations, il y a une déconstruction qui se fait sur beaucoup de choses, mais aussi sur cette question que le travail, c'est l'identité, quoi. C'est si j'ai un bon boulot, je suis quelqu'un de bien, si j'ai un gros salaire, je suis quelqu'un de bien, c'est quelque chose qui a pourri beaucoup. Je veux dire, c'est ce fameux discours libéral qui a fini par intoxiquer le cerveau de beaucoup de gens. Et j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui on est revenu, enfin je le ressens chez les jeunes, j'espère ne pas me tromper, mais j'ai l'impression qu'il y a moins cette croyance que bien gagner sa vie, avoir un bon boulot, c'est la classe, quoi. En fait, maintenant les gens ont bien conscience, enfin beaucoup de jeunes ont conscience qu'il y a d'autres enjeux qu'il faut prendre en compte et pas simplement cette forme de réussite, quoi. Et ça, je pense que c'est vachement important de faire cette déconstruction collectivement, d'arrêter de se dire moi je veux gagner plus, je veux écraser l'autre, ainsi de suite. On parlait là au début de ce système de remplacement où il y a toujours quelqu'un de plus bas que nous et tout. Il faut arrêter avec ça aussi, mais je veux dire, c'est à nous de faire ce travail. Sacha a la raison quand elle dit mais en fait on veut payer moins cher des trucs et en fait on oublie que si on paye moins cher, c'est que les gens sont moins bien payés et tout. Tout ça, il faut accepter de regarder l'ensemble en fait de la chaîne. Mais si on paye plus, alors c'est quand même le capitaliste qui va gagner son argent. Donc il faut être vigilant. Non, mais là, je crois que c'est Philippe qui a la réponse. Ouais, enfin, je sais pas. Non, mais je pensais l'avoir, mais finalement, ça n'a pas marché. Non, mais la question de l'émancipation, c'est plus une question politique qu'une question technique. C'est vrai qu'évidemment que le progrès technique, les machines, ça soulage pour beaucoup le travail, mais on s'aperçoit que tant que c'est contrôlé par une classe qui a d'autres intérêts, d'autres préoccupations, le progrès se retourne contre les travailleurs. Et c'est vrai que c'est des licenciements, c'est des charges de travail supplémentaires. Donc c'est pour ça. Et la question de l'émancipation, du coup, c'est une question politique dans le sens où ça pose le problème de l'organisation de la société. Donc encore une fois, de qui dirige la société. Mais c'est comme la crise climatique ou la catastrophe planétaire. Vous avez vu, beaucoup disent, croient que la solution, elle est dans le progrès technique aussi. C'est-à-dire qu'en fait, dans la captation du CO2, ils sont tous en train de mettre en place des soi-disant procédures qui permettraient de... Ben non, en fait, c'est encore une fois, il n'y aura pas de solution technique. En fait, ça sera le partage du travail, la décroissance et donc la remise en cause d'une société qui est aujourd'hui dirigée par des capitalistes cyniques qu'on n'a rien à cirer en réalité de l'avenir de la planète comme ils en ont rien à cirer de l'avenir ou des droits sociaux et qui continuent comme avant leur politique d'extraction d'énergie fossile. Donc voilà, il y a vraiment, et c'est ça qu'on n'ose pas faire et on veut nous faire croire, on veut nous faire discuter derrière parce que comme on est des cons, moi en tout cas, et beaucoup d'entre nous, parce qu'on comprend pas la société. Et heureusement qu'on a des Bruno Le Maire, qu'on a des Macron, qu'on a des experts qui passent à BFM, enfin je dis des trucs français, mais peut-être que vous avez un peu l'équivalent aussi ici à Genève. Et on veut nous faire croire qu'on comprend rien et que c'est d'autres qui nous expliquent comment il faut faire et que d'autres qui nous expliquent, ils disent la société comme ça, c'est la meilleure forme qui puisse exister. Et on nous fait oublier qu'en fait, on aurait droit de contester, de critiquer et d'imaginer autre chose et de reprendre dans le passé des tas d'idées. En fait, on n'a pas grand-chose à réinventer. Il faudrait reprendre à la fois des idées et même des formes d'organisation, des luttes, revoir notre propre histoire. Parce qu'en fait, et c'est un peu une autre question aussi, c'est que, et je finis là-dessus, c'est qu'en fait, la solution, on va dans la personne là vraiment parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est perdu, parce qu'on est écœuré et désespéré des fois par rapport au monde tel qu'il évolue. Mais en fait, quand ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ça dépend de la capacité de résistance des opprimés. Et ça a été dit tout à l'heure, quand on voit qu'il y a eu abolition de l'esclavage, quand on voit qu'il y a eu des choses énormes qui sont passées dans la société, c'est parce qu'il y a eu des révoltes, parce qu'il y a eu le camp des opprimés qui s'est organisé à un moment donné, qui a réussi à faire péter les choses. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ça, c'est
cette capacité de résistance qu'on a perdue, parce que collectivement, ça fonctionne plus. Et pour ça qu'on a besoin de l'histoire, on a besoin d'apports intellectuels de partout, de coopération, de coordination, de solidarité, pour arriver à remettre en place quelque chose qui permettrait qu'on puisse se ressentir fort et qu'on puisse à un moment donné balayer cette société. Mais bon, facile à dire, mais en tout cas, c'est bien de l'exprimer. Il y a une main qui se lève encore. Ça aurait été une belle chute pourtant, mais comme il nous reste 56 secondes, on va encore prendre une dernière question. Il y a un peu de temps additionnel pour la réponse parce que sinon on n'aura que la question sans la réponse. C'est ici devant. Bonsoir. Tout d'abord, merci aux 5 intervenants pour cette soirée. J'aurais juste une petite question parce que tout à l'heure, on a parlé de la différence d'âge. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence de la perception de la valeur du travail, enfin une différence générationnelle? Parce que j'ai l'impression que quand je discute de la valeur du travail avec mes parents, c'est un peu plus travail et tais-toi, quoi. Alors que si je regarde autour de moi avec mes potes à l'université, c'est plus. On se concentre plus sur le bien-être, par exemple, professionnel et personnel aussi. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un écart générationnel dans la perception du travail? Avec mon livre, en fait, c'était marrant. Le livre est sorti, comme toujours, en grand format en 2021. Il a eu un certain succès, comme ça et tout. Et en fait, au bout d'un an, il est sorti en poche. Et donc, on sait que quand les livres sortent en poche, c'est le moment où les étudiants l'achètent parce qu'il est 2 fois moins cher, quoi. Et en fait, tout d'un coup, quand j'ai fait des rencontres, je me suis mis à avoir, alors qu'au début, j'avais un public comme en librairie, on a souvent des publics relativement âgés, quoi. Les gens qui lisent des livres sont relativement âgés. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé avec plein de jeunes quand le livre est sorti en poche. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était devenu aussi un livre important pour les étudiants, pour les jeunes, parce qu'en réalité, ça allait complètement dans le sens de ce que beaucoup de jeunes disent. Et on l'a vu aussi avec tous ces étudiants qui ont pris la parole à Agrotech et compagnie, en disant, nous, on veut plus jouer le jeu du système tel que nos études veulent nous l'imposer, et ainsi de suite. C'était quand même très nouveau. Je veux dire, des étudiants étant dans des grandes écoles, prenant la parole en disant on n'accepte plus les règles du boulot comme but ultime et justement de la réussite professionnelle comme simple projet de vie. Le fait est que je crois vraiment qu'il y a une bascule là dans les dernières années. Je pense que le moment aussi où Greta Thunberg a commencé à prendre la parole, tout d'un coup une nouvelle génération disait on ne veut plus ces règles. Et je pense que pour des gens qui viennent de générations plus anciennes où en effet il y a encore le souvenir justement de luttes qui ont été répétées mais qui n'ont pas toujours abouti. Il y a quelque chose de plaisant de se dire que peut-être que cette nouvelle génération, elle va refuser plus structurellement, plus fondamentalement les règles du jeu et donc permettre de les modifier. Et en même temps, il y a quelque chose de troublant pour des générations plus âgées qui s'identifient énormément à leur vie professionnelle. On demande d'abord aux gens qu'est-ce que tu fais avant de dire qu'est-ce que tu aimes ou qui tu es. Donc c'est peut-être un changement de paradigme assez profond. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que dans ces 2 bouquins, Paresse pour tous et La vie est à nous, c'est de loin pas que la question du travail que vous posez, parce qu'une fois que ce principe des 15 heures par semaine est lancé, alors ça veut dire réorganiser toute la société, y compris les structures politiques, les capacités décisionnelles, évidemment les relations hommes-femmes, les relations au sein du couple, au sein des familles. Enfin voilà, c'est un bel exercice d'utopie qu'on tient avec ces livres. Alors oui, mais il faut que ce soit une punchline. Ouais, parce que non, c'est la fin. punchline, c'est à la télé, c'est pas. Mais non, là, il y a une différence générationnelle, mais qui est une différence politique. C'est l'expérience, c'est le moment politique qu'on a vécu les uns ou les autres. C'est sûr que les vieilles générations ou les anciens, ils ont vécu des moments où le travail était un peu plus structuré, pas forcément plus facile, parce que les conditions de travail n'ont jamais été faciles. Mais c'est vrai qu'il y avait une structuration, pas juste parce que le travail était moins individualisé, mais il y avait aussi une conscience politique du fait de présence militante syndicale, du fait même d'un parti communiste qui était beaucoup plus présent au travail. Et donc, il y avait une conscience politique. Et c'est vrai qu'on s'attachait au travail. Il y avait une sorte de conscience professionnelle. On aimait le travail, ou on pensait qu'on l'aimait, en fait. Il y avait une sorte d'illusion. Et là, aujourd'hui, la jeunesse, elle se retrouve en fait confrontée à une sorte de travail qui est mise à nu. Et tout est limpide presque. C'est de l'exploitation, la surexploitation, du mépris, du cynisme, c'est du foutage de gueule. Et la jeunesse, elle voit le travail tel qu'il est en réalité, en fait. Et c'est peut-être ça la différence. Alors après, la question, c'est là-dessus. Je finis là-dessus, je pense. C'est comment, entre les générations, on puisse discuter de tout ça. Évidemment que le dynamisme de la jeunesse ou la révolte de la jeunesse, ça va être très important pour la suite. On le voit dans les mouvements féministes, on le voit dans les mouvements écolos, et on le voit d'ailleurs dans plein de mouvements, y compris le mouvement antiraciste. Et donc, on sent bien que l'avenir, il est là, mais et que nous, les anciens, qui sommes en partie résignés, en partie démoralisés,
abîmés aussi par le travail, abîmés par cette illusion que le travail c'était ça en fait la vie, alors qu'en réalité la vie c'est pas le travail, en tout cas c'est toute autre chose. Et mais comment de tout ça peut en sortir quelque chose? Mais la jeunesse va jouer un rôle fondamental dans la suite. La vie, c'est pas le travail. Ok, on retient ça comme mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Merci à vous tous et toutes.